Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine de trading, hein, des marchés plutôt agités cette semaine. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. Avant toute chose, et comme d'habitude, je vous laisse lire l'avertissement relatif au risque, c'est hyper important. Allez, on se retrouve tout de suite sur les graphiques. Du coup, on a eu les clôtures monthly, on arrive à la fin du mois, donc pas grand-chose d'important, si ce n'est que sur le DAX, on verra ça juste après. Les autres, je ne vais pas forcément revenir dessus parce qu'il n'y a rien de bien intéressant. C'est des bougies classiques qui ne vont pas nous apprendre grand-chose. Alors, on va commencer tout de suite avec le Bitcoin. Bitcoin qui a quand même souffert cette semaine. Hein, on est vraiment sur de la sous-performance en ce moment sur les cryptos depuis d'ailleurs le mois de novembre dernier. Hein, ça ne bouge pas beaucoup, mais là, ça y est, on a enfin eu un mouvement, on va dire, assez violent, assez fort, une chute du BTC. Donc, rappelez-vous, je vous avais parlé de ce fameux range. Donc, les ranges, on achète en bas, borne basse, on vend en haut, borne haute. Ce qui s'est passé, c'est que là, on a effectivement cassé notre borne basse sur le BTC. On a cassé notre borne basse. Donc, il y avait potentiellement un signal acheteur dans le sens où ici on a fait, je vais vous enlever les indicateurs, on a fait un marteau. On a fait un marteau ici, donc ça potentiellement ça pourrait être synonyme d'un signal acheteur parce que les acheteurs ont entre guillemets repoussé les vendeurs avant la fin de la séance, avant la clôture de la séance. Malheureusement, il faut bien évidemment attendre la bougie suivante pour valider ou pas ce marteau. Là, en l'occurrence, derrière, on a eu une bougie rouge, donc ce marteau est clairement invalidé. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter ou rentrer de manière agressive sur ce genre de bougie, surtout quand on sait qu'on a des marchés qui sont un petit peu en difficulté comme en ce moment. Donc là, effectivement, on a cassé notre range. Où le prix, jusqu'où le prix peut aller, eh bien ici on est actuellement effectivement sur une zone de support sur le BTC que je vous ai tracé actuellement, donc un support weekly. Tant que ce support tient, on devrait normalement ne pas aller plus bas. On va potentiellement pouvoir chercher des signaux acheteurs si et seulement si on a des signaux. Si vous voulez si vous êtes plutôt long terme sur le Bitcoin, je vous invite à attendre plutôt des signaux daily, donc un marteau, une englobante, vraiment des signaux assez puissants. Là, en l'état, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Euh, c'est possible évidemment qu'on casse encore cette zone et qu'on aille plus bas. Pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, si on a un signal acheteur, la première chose à aller viser, ce sera évidemment ce bas de range, cette réintégration même du range à 84 000, 85 000 globalement. Là, on a une très grosse zone weekly. Elle risque d'être travaillée à plusieurs reprises. Hein. Aujourd'hui, on sait que plus on trace des zones sur des unités de temps grandes, plus elles sont pertinentes, mais plus aussi elles risquent d'être travaillées. D'accord. Donc, c'est pas impossible qu'on reste ici pendant une certaine période. Je ne sais pas bien évidemment de quoi est fait demain, mais là, dans l'idée, pour l'instant, quand même prudence. On est quand même sur des structures assez baissières hein, depuis un certain temps sur le Bitcoin. Enfin voilà, vous savez un petit peu comment ça marche, les cryptos, ça monte fort, ça baisse fort. Là, on est dans une phase de baisse, rien de bien grave encore une fois pour le moment. Je vous rappelle que sur l'année dernière, enfin sur l'année complète, finalement, on a fait une année plutôt flat sur le Bitcoin, donc c'est pas dramatique. Encore une fois, surtout après une hausse en 2000. Alors, j'ai ça qui me gêne, excusez-moi, en 2024 de quasiment, enfin de 120%. Donc voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien de grave, d'accord. Il n'y a rien de grave. Mais voilà, il faut laisser le temps un petit peu aux investisseurs de reprendre confiance. Il faut laisser le temps au marché des cryptos de venir avec de bonnes nouvelles. On verra ça un peu plus tard et dans le futur. Ensuite, on va passer sur le gold. Alors le gold, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc je vous invite d'ailleurs à lire la petite revue macroéconomique que je vous mets sous cette vidéo pour les membres de Goliath, tout simplement parce que j'explique un petit peu mieux ce qui s'est passé. Là, on a le gold qui monte en escalier. Par contre, quand il se prend des baisses, c'est très violent. C'est pas la première fois qu'on assiste à ça. Là, effectivement, on a assisté à une baisse juste monumentale vendredi. Hein. On a perdu 10% sur le gold en une seule journée, ce qui est énorme, d'accord. Après, me direz-vous, c'est un petit peu aussi normal après des hausses comme on a eu précédemment. Il y a un moment donné où plus on tire sur l'élastique, plus le retour en fait à l'équilibre va être violent, va être rapide. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé sur l'or. C'est pas la première fois que ça arrive. Vous voyez qu'ici, pareil, on avait une énorme bougie rouge
et que elle avait été très violente. Ici, pareil, etc., etc. Donc, voilà, je reste bien évidemment toujours acheteur sur le gold, hein. Je ne vais pas retourner ma veste. On ne va pas partir sur une crise des métaux précieux, du moins je ne pense pas. Ça reste des valeurs refuges. Donc pas de panique pour l'instant. Le silver d'ailleurs a pris très très cher aussi, hein. On a perdu, je ne sais plus combien exactement, mais il me semble 15-20% aussi. Donc voilà, très très violent sur le silver. Je vous laisserai d'ailleurs aller regarder, j'en ai parlé également dans la revue. Donc ce qui va nous intéresser, nous, sur le gold, ça va être les zones de support que je vous ai déjà tracées en vert. Alors on va avoir une première zone où on est actuellement dessus, donc 4837, 4881. On voit ici qu'on a fait un marteau avec une belle mèche, donc les acheteurs, encore une fois, ont repoussé les vendeurs sur ce niveau. Maintenant, voilà, pour l'instant, la reprise est un petit peu timide, donc il faudra voir l'ouverture des marchés. Bien évidemment, lors de l'ouverture des marchés, laissez un peu le temps au marché de trouver une direction, laissez un peu le temps aux investisseurs de prendre des décisions. Ne rentrez pas tête baissée directement à l'open, ça pourrait éventuellement vous causer du tort, d'accord? Mais là, on est globalement sur une zone intéressante à 4835, 4885. Une première zone, voilà, qui correspond tout simplement à cette ancienne résistance ici. Et ensuite, on aura une deuxième zone un peu plus basse si on va plus bas, entre 4500 et 4600. Pourquoi cette zone plus basse m'intéresse? Tout simplement parce qu'en fait, ici, on avait fait, c'était des anciens ATH hein, quand on était là en fin décembre, et surtout, ici, on a eu un gap qui n'a pas été comblé. Et vous savez que le marché n'aime pas le vide. Donc il y a un moment donné où théoriquement, on devrait retourner chercher ce gap. Et donc, si on revient ici, ce sera également une zone intéressante d'achat. Pour l'heure, rien de catastrophique, hein, je ne passe pas baissier sur le gold, loin de là. On reste acheteur malgré cette vieille et vilaine bougie qu'on a eue vendredi. Il ne faut pas se laisser abattre entre guillemets. Donc les zones d'achat importantes. Et après, en premier objectif, on pourra les viser dans un premier temps, retourner un petit peu si vous voulez aux 5000, 5100, zone un petit peu psychologique. Voilà, vous savez que les chiffres ronds sont généralement appréciés. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Ensuite, on va passer sur l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, c'est assez intéressant parce que je vous avais dit, vu que c'était vendredi dernier, qu'on arrivait sur le haut de range. Donc, haut de range, on peut éventuellement vendre, sauf que là, on n'avait aucun signal de vente. Donc, on n'entre pas sur le marché sans signal, d'accord? Ce serait se tirer une balle dans le pied. Et ceux qui l'ont fait ici ont eu quelques mauvaises surprises, je pense. Donc, on a eu une explosion, hein, on s'est vraiment extrait de ce range. Donc quand on s'extrait de ce range, l'idée, bah, on peut avoir des traders breakout qui vont payer, hein, qui vont acheter ce break de range. Cela dit, il y a eu la Fed mercredi qui est tombée et derrière, l'euro-dollar a retracé tout de suite. Alors là aussi, c'est plutôt potentiellement intéressant dans le sens où on revient du coup sur cette première zone de support hein, qui d'ailleurs s'est faite traverser à la clôture vendredi. Donc quand je dis zone de support, c'est la zone de 1,62 à 1,19. Ça correspond également à des anciens niveaux ici hein, que j'avais tracés en weekly, donc des gros niveaux. Et également, par contre, là ce qui est très intéressant sur l'euro-dollar, c'est qu'on a eu une énorme evening star en weekly. Donc encore une fois, si vous voyez des signaux apparaître sur des grosses unités de temps, ils auront plus de pertinence, ils seront plus puissants. Et là, très clairement, surtout sur le haut des bandes de Bollinger, ça sent pas forcément bon. Alors il faudra voir comment ça évolue semaine prochaine, il faudra voir si ce signal est confirmé, si on réintègre finalement de nouveau ce range parfait dans lequel on est depuis 6 mois. Il faudra voir un petit peu comment ça se passe. Cela dit, les personnes qui souhaitent encore une fois, sur signal, acheter, on va dire, ce pullback, hein, c'est ce retour sur le haut de la borne haute du range, ce n'est pas du tout déconnant, entre guillemets. Mais là, encore une fois, il faudra attendre un signal de breakout, que ce soit avalement, marteau, confirmé, etc., etc. Vous commencez un petit peu à connaître la chanson. Si c'est le cas et si on a un signal ici, bah, la première zone à viser, ce sera forcément celle-ci. Et après, pourquoi pas retourner chercher les hauts là-bas. Après, avec la clôture weekly qu'on a eue, je peux comprendre que ça refroidisse certains de payer à cet endroit-là. Mais bon,
c'est possible qu'on ait une réaction, c'est possible qu'on n'en ait pas. Il faudra voir quand le prix arrive dessus à ce moment-là. Ensuite, on va passer sur le SP500. Alors, assez sportif hein, cette semaine sur le SP500. Ça fait même maintenant 2 semaines hein, où on a des gros allers-retours. On a quand même une augmentation de la volatilité. Mais malgré ça, on a plutôt un marché qui reste neutre. Alors, c'est sûr que si vous collez le prix et que vous faites de l'intraday ou du scalping, je ne sais pas, si vous mettez en 5 minutes, ça bouge très vite. Ça bouge très vite, on a des gros décalages de marché dans un sens, dans l'autre. C'est pour ça qu'on peut aussi bien être acheteur que vendeur sur le SP500. C'est toujours mieux hein, d'être acheteur entre guillemets sur les indices. Mais voilà, on a des niveaux qui ont tenu. On a fait des journées, c'était jeudi. On a quand même fait entre les hauts et les bas moins 1,5, ce qui commence à être des performances assez négatives sur les indices. Ça commence à être des journées assez noires entre guillemets. Euh, mais malgré tout, on s'est fait repousser, enfin les acheteurs ont repoussé les vendeurs. Les zones, si je me mets un peu plus en H1, ont été globalement respectées, d'accord. Donc pour l'instant, je ne vois pas de quoi paniquer. Par contre, voilà, il faut essayer de prendre du recul, il faut essayer de prendre le temps avant de prendre des décisions, avant d'exécuter vos trades, parce que sinon vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Attendez les zones extrêmes en fait. Donc je vous laisse mettre pause, visualiser les zones qui fonctionnent. Donc c'est des zones H1 encore une fois sur le SP500 parce que c'est l'actif que je trade particulièrement, enfin que je trade tous les jours en fait. Donc ce sont des zones assez précises. Donc la zone basse hein, qu'on a fait jeudi qui est à 6870, 6880, donc celle-ci a tenu. Donc pour l'instant pas de dégradation majeure. Et effectivement si on passe sous cette zone, on risque fortement d'aller chercher les zones plus basses. Et ici également on a un gap qui n'a pas été comblé. Donc, encore une fois, le marché n'aime pas le vide, c'est possible qu'il y retourne. Pour l'instant, rien de grave, mais l'idée c'est voilà, vraiment travailler les zones. Vous voyez qu'elles ont plutôt bien fonctionné encore une fois. Là, on est un peu au milieu de tout. Bon, si vous êtes au milieu de tout, si vous ne savez pas quoi faire, bah, tout simplement ne faites rien. C'est bien mieux de ne rien faire entre guillemets et de préserver son capital plutôt que se retrouver dans des situations un petit peu délicates. Alors effectivement, on a cette zone ici aussi sur laquelle on est. C'est un petit peu voilà, une zone intermédiaire. Donc à voir un petit peu également là comment ça ouvre, comment ça réagit à l'ouverture de l'Open US. On a toujours aussi un aperçu, hein, parce que là, encore une fois, je suis sur le SP500, je suis sur le cash, mais on aura aussi un aperçu, bien sûr, avec le CFD dès le lundi matin. Ensuite, côté Europe, alors là, ça se corse un petit peu, c'est pas joli, joli à voir, et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est la clôture monthly sur le DAX, et celle-ci, honnêtement, elle fait pas rire, parce que là, on a une énorme evening star, et en monthly, donc c'est quand même un signal assez fort. Alors, ça ne veut pas dire que le marché va s'écrouler. On a SAP, donc une des plus grosses capitalisations du DAX allemand, qui a perdu, je crois, plus de 10-12%. Donc, forcément, si SAP tombe, ou Siemens, par exemple, ça va tirer le DAX, ça va tirer l'indice vers le bas. C'est totalement logique. Et c'est pour ça que c'est toujours aussi important d'avoir un œil sur les grosses capitalisations des indices qu'on traite. Ça peut nous éviter de mauvaises surprises. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais la chute qu'on a eu sur le SP500 jeudi, ici, c'est dû au mauvais résultat de Microsoft qui a perdu, on verra ça juste après, mais plus de moins 10% à l'open. Donc forcément, là aussi, ça tire un petit peu l'indice, enfin ça tire clairement même l'indice vers le bas. Donc pour revenir rapidement sur le BTC, alors semaine plutôt baissière, on a perdu combien de pourcents cette semaine? On a perdu 1,71%. Bon, c'est pas non plus catastrophique, c'est pas non plus dramatique. Et là, ce qu'on voit qu'on est en train de faire, c'est qu'on a fait un pullback sur le haut de notre fameux range, qui pareil, comme sur l'euro-dollar, existe depuis mai 2025. Donc on s'en était extrait, on en était sorti. Et là, on a un petit peu, voilà, cette borne haute qui sert de support avec la moyenne mobile 50 en daily en dessous qui sert un petit peu de support également, de support et résistance dynamique hein, dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est à surveiller. Là pour l'instant, je ne sais pas si sur des plus petites unités de temps on a déjà des petits signaux assez intéressants pour rentrer. Là de ce que je vois, c'est pas fameux. Donc encore une fois, il faudra voir un petit peu l'open de demain. Ça dépend à quelle heure vous écouterez la vidéo, mais ça se trouve on va directement avoir un gap baissier, réintégrer le range. Si ça se trouve, on va repartir en haut. En tout cas, voilà, si vous achetez cette borne haute, la première zone à aller chercher, ce sera évidemment les 24 660, 24 760. Ensuite, on aura la zone des 24 862, 24 925. Globalement, c'est à peu près ça. Donc,
Pas de panique, mais quand même une Europe un peu plus faible que côté US. Donc il va falloir garder un œil dessus et faire attention. Et ensuite, on va passer sur Microsoft. Donc comme je vous ai dit jeudi à l'Open, Microsoft s'est pris une sacrée claque, hein. On a perdu directement 8% à l'Open et on a fini la journée à moins 9%, une semaine à moins 10. Donc c'est pas joli joli. Est-ce qu'il faut racheter tout de suite Microsoft? La réponse est oui et non. Alors, non, dans le sens où pour le moment, nous n'avons absolument pas de signal, hein, mais oui, parce que, entre guillemets, nous sommes sur une première zone de support intéressante. Alors, il va falloir garder un œil sur Microsoft, d'accord, ça reste une très bonne entreprise, ça reste une très bonne boîte, ça a fait ses preuves à plusieurs reprises. Maintenant, voilà, on a un petit peu, encore une fois, cette course à l'IA qui perturbe les investisseurs parce que forcément, on a valorisé l'IA, on a investi énormément dedans. Ben voilà, quand l'IA ne fait pas gagner d'argent à une entreprise, généralement, ça pardonne pas, ça pardonne pas. Meta, au contraire, eux, et ils se tirent un petit peu la bourre d'ailleurs avec Microsoft, ont eu des résultats plutôt positifs avec l'IA, ils commencent enfin à gagner de l'argent et donc forcément ça plaît aux investisseurs. Donc là on sera sur un premier niveau intéressant chez Microsoft, hein, donc le niveau des 425, 435, bien évidemment, et encore une fois il faut attendre un signal du prix, sinon si le prix casse et va plus bas, on risque forcément d'aller chercher la zone de support que je vous ai tracée juste en dessous, donc c'est-à-dire les 380, 396, et là encore il faudra évidemment attendre un potentiel signal acheteur. Pour ceux qui comptent acheter Microsoft, si on a des signaux sur Microsoft, la première zone à venir chercher intéressante, ce sera cette zone des 462, 470 grosso modo. Voilà, j'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à vous abonner également à la chaîne. Ça aide au référencement et ça me fera énormément plaisir. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rendez-vous. Ciao, ciao.